On l'a longtemps considéré comme le dieu du tennis, le plus grand joueur moderne, l'élu parmi les élus et pour beaucoup, le GOAT. Aujourd'hui, 2 ans exactement après sa retraite, lors de la Lever Cup 2022, le statut de Federer semble s'être effrité à cause des résultats de Nadal et de Djokovic, bien sûr, mais aussi du temps qui passe, tout simplement. Pour les 2 ans de la retraite de Roger Federer, j'ai absolument tout récupéré. Des heures et des heures d'archives, des anciens matchs, des commentaires sur les réseaux sociaux, dans les forums également, c'est très précieux, on voit un petit peu la réaction des gens au fur et à mesure de sa carrière. Les interviews d'autres joueurs, des interviews de Roger Federer lui-même, ça a été très intéressant, j'ai regardé énormément de matchs également ces 2 dernières semaines pour me réimprégner de cette carrière formidable. Et l'objectif de cette vidéo, tout simplement, ça va être de retracer le fil de sa carrière, mais d'une manière originale. J'ai essayé de faire quelque chose, de vous produire quelque chose que vous n'avez jamais vu sur Federer, et on va aussi constater tout ce qu'on a perdu à cause de sa retraite, et aussi à quel point ce joueur, c'était le dernier joueur d'une certaine école, d'une certaine tradition du tennis, et on va également répondre à la question qui fâche dans cette vidéo: comment situer Roger Federer à froid dans l'histoire du tennis. Cette vidéo est sponsorisée par Incogni. De plus en plus, des informations sont collectées sur vous lorsque vous naviguez sur internet, et c'est encore pire avec les fuites de données. Infos perso, adresse, nom, habitude de navigation, numéro de sécurité sociale, toutes ces infos sont récupérées par des courtiers en données et revendues au plus offrant. Et oui, c'est pour ça que vous vous tapez des pubs personnalisées ultra suspectes après avoir fait une petite recherche sur internet, c'est parce que votre navigation est une passoire de l'espace. Incogni automatise le processus de retrait de ces informations récupérées par des courtiers, il le fait de façon répétée, systématique, et te garantit une navigation libre et non traquée, et ça c'est un énorme luxe en 2024. Grâce au code VOLEE, V-O-L-E-E, disponible uniquement pour les GOAT de la chaîne, tu as jusqu'à 60% de réduction sur ton abonnement annuel, et pour pouvoir enfin te débarrasser de ce tracking insupportable, l'offre elle est dans la description. On va articuler cette vidéo en plusieurs parties, et on va commencer par la première, que j'ai nommé Trauma et Prime oublié. Alors souvent quand on analyse la carrière de Roger Federer, on commence en 2003, 2004, quand il commence à être un vainqueur en Grand Chelem, au tout début de son prime, et en fait c'est une erreur. Il faut commencer avant, il faut remonter à 1998, qui sont ses premiers pas sur le circuit principal, ce qui va se concrétiser en 99, en 2000, en 2001 bien sûr, avec la fameuse victoire en Grand Chelem contre Pete Sampras en 8e de Wimbledon. Ce joueur à cette époque, on sent le potentiel, on sent que c'est un joueur qui peut être l'un des champions de demain. On sent aussi au niveau de son caractère, au niveau de sa shot selection, au niveau de son attitude, un joueur impatient. Un joueur un petit peu colérique aussi parfois, qui a du mal à contrôler, à nuancer ses émotions. Ça c'est quelque chose qui est très palpable au début de sa carrière, quand il a 17, 18, 19 ans, et on arrive en 2002, où il est top 10, donc il arrive vraiment au sommet du classement mondial, ou pas loin. Toujours ce problème au niveau des grands chelems, il a du mal à concrétiser dans les moments importants où il est attendu. Et l'été 2002, c'est un moment qui est charnière dans la carrière de Roger Federer, car il correspond à la mort accidentelle, tragique, de son coach historique, Peter Carter. Peter Carter, c'était un ancien joueur australien, un joueur et un coach qui est mort à 37 ans. Il a formé Roger Federer pendant quasiment toutes les années 90. C'est lui qui l'a formé au niveau de son service, de son coup droit, de sa technique, de son slice, de ses intentions tennistiques, de son ADN tennistique. C'est l'homme qui a eu le plus d'influence sur Roger Federer. Et du coup, de perdre cet ami, ce mentor, alors qu'il est en début de carrière, c'est un moment qui est particulièrement tragique. Il a dédié ensuite certaines de ses victoires à Wimbledon en 2003, également, je me souviens, au Canada, en 2004. Il a expliqué aussi que ça l'avait vraiment endurci mentalement, c'est un choc pour lui, c'était un moment particulièrement tragique, et il l'a rappelé d'ailleurs à CNN en 2019. So Peter was really a really important person in my life, because I think if I can say thank you for my technique today, it's to Peter. What do you think he would have thought to see you here now with 20 Grand Slams? It's okay. I hope he would be proud. I guess he didn't want me to be a wasted talent, so I guess it was somewhat of a wake-up call for me when he passed away, and I really started to train hard. Une anecdote qui est très peu connue d'ailleurs à propos de Roger Federer, c'est qu'il a très souvent ensuite invité les parents de Peter Carter dans son box à l'Open d'Australie pour avoir cette énergie de son ancien coach, aussi rendre hommage tout simplement à ses parents, à leur faire comprendre que voilà, votre fils, il a fait partie de ma carrière, c'est grâce à lui que je suis le champion
que je suis devenu. Et Federer, c'est également un ADN tennistique australien. So I jumped out of bed and all I had was my undies on and I've walked out the front and... Ça, c'est super important à garder en tête. Il y a un fil qui se trace entre Rod Laver Pete Sampras et Roger Federer. Sampras qui a expliqué dans sa biographie qu'il bouffait cassette sur cassette du footwork de Rod Laver, sa manière de jouer, sa manière d'articuler, ses coups droits, ses courses au filet, sa volée, son style, sa félinité. Federer va très largement s'inspirer de ça, c'est la continuité de Rod Laver et de Pete Sampras, donc c'est vraiment un joueur avec un ADN tennistique classique à l'australienne, ça c'est très important de le garder en tête. Ce qui est important de garder en tête également, c'est que c'est un joueur qui a été formé avec les canons des années 80 et 90, et notamment au niveau matériel, on va y revenir dans la deuxième partie de la vidéo. Donc on avance un petit peu, nous sommes en 2003, il va remporter son premier grand chelem à Wimbledon face à Mark Philippoussis, et c'est là qu'on arrive aux années de domination de Federer. Entre 2004 et 2007, c'est peak Federer, et entre 2004 et 2010, c'est le prime étendu de Roger. Alors il y a une distinction à faire entre les deux, je trouve, à cause de la mononucléose, début 2008, qui va casser la période peak Federer, aussi l'ascension de Rafael Nadal, puis de Novak Djokovic, qui va également mettre un terme à la surdomination de Roger à cette époque. Et ce qu'on doit préciser, c'est que son prime intervient en plein changement technologique, et ça c'est pas quelque chose dont on parle suffisamment, je trouve, c'est qu'on va passer des télécathodiques aux écrans haute définition, au 720p, puis au 1080p. Et ça c'est un changement qui va intervenir dans l'année 2005, 2006, 2007, tous les matchs avant la période haute définition, eh bien, ils ont quasiment disparu. Alors, certaines chaînes YouTube, comme Wimbledon, comme l'US Open aussi, proposent des matchs, proposent des extraits de rencontres de ces années-là, mais globalement, c'est difficile d'avoir accès à ces images, et Roger Federer n'est pas le seul champion touché, bien sûr, par cette évolution technologique. On peut penser à Zinedine Zidane, par exemple, dans les années 90, quand il est à la Juve aussi, au début des années 2000. Le meilleur de Federer n'est pas accessible, ou presque. On a allé peut-être 15%, 20% du meilleur de Roger qui est disponible aujourd'hui. Et du coup, ce que font certains anciens grands champions, par exemple Michael Jordan, pour ne pas le citer, qui a été drafté en 1984 en 3e position. Petite erreur, hein, Sam Bowie en 2e position, autant Olajuwon en 1re position, on peut comprendre, mais 3e simplement Jordan de cette draft. Et puis on va voir The Last Dance qui se focus sur la saison 97-98, la dernière saison du 2e tripit des Bulls. Ce documentaire, il existe parce que LeBron James est en train de pousser au niveau du débat du GOAT, et Jordan, il se dit, bon, faut que je fasse mon petit documentaire géographique, là, c'est super important pour rappeler aux gens qui j'étais. Et là, on a vraiment la chance d'avoir eu une équipe qui a suivi les Bulls pendant toute la saison 97-98. Ça fait partie des documentaires qui sont importants, mais qui sont pas faits d'une manière anodine non plus. C'est pour conserver ton héritage, c'est pour rappeler à la nouvelle génération quel joueur tu étais. Et je pense que Roger Federer, il va avoir besoin, à un moment donné, de faire ça. De rappeler aux gens qui il était, parce que on est en 2024, il y a 20 ans, Roger commençait son ultra prime. Donc voilà, il y a aussi une histoire de génération. Je pense que si t'as 20-25 ans aujourd'hui, bah t'as pas connu Roger. Ou en tout cas, t'as connu le vieux Roger, celui peut-être de 2013, 2015, ou alors sa résurgence finale en 2017 et en 2018, mais t'as pas connu ultra prime Federer. Et dans d'autres sports, on a ça. Par exemple, la boxe, il y a beaucoup de chaînes. Alors par exemple, The Modern Martial Artist, que j'adore comme chaîne, BLTV également, que ce soit classique ou extra, Boxing Legends également, qui est super à ce niveau-là. Et on voit d'ailleurs sur certaines de leurs vidéos à quel point ils ont repris des VHS pour les numériser, et ça c'est un travail qui n'existe quasiment pas, voire pas du tout, en tennis. Deuxième partie de cette vidéo, les premiers seront les derniers, la petite ref biblique. Attention, on se pose, ça va être plein de détails qui vont fourmiller, donc prenez des notes, installez-vous, soyez concentrés. Roger Federer, quand il arrive sur le circuit, il joue avec la famosa Wilson Pro Staff 85 que j'avais aussi moi-même quand j'étais enfant. C'était la raquette modèle, la raquette que tout le monde voulait avoir parce que c'était la même raquette que
Pete Sampras. Et donc cette raquette, elle a un tamis minuscule de 548 cm². Alors peut-être que ça vous dit rien du tout, ça vous évoque rien comme chiffre. Si vous jouez pas au tennis, si vous n'avez pas vraiment de notion en termes de matériel, bah sachez tout simplement que c'est 100 cm² de moins que la raquette de Rafael Nadal. Donc c'est tout petit, tout concentré. C'est une raquette également de 1983, c'est une vieille raquette, c'est une vieillerie que Roger Federer a dans la main droite jusqu'en 2002. Vous vous en doutez, c'est pas une raquette pour limer, c'est pas une raquette pour lifter à 4 mètres de la ligne de fond, non. C'est pour imposer un jeu d'attaque, c'est une raquette qui a une stabilité énorme quand tu es au filet, quand tu attaques, quand tu joues le plus possible à plat également, donc c'est vraiment une raquette qui est merveilleuse pour l'offensive, mais en même temps, la taille du tamis, c'est un peu petit quoi. Donc du coup, Roger, à partir de 2002, il va passer sur la Wilson Pro Staff 90, qui a un tamis légèrement plus grand, il fait cette fois-ci 581 cm². Alors on va pas se méprendre, c'est pas encore une raquette de défense, hein. Pas du tout, c'est une raquette dans la droite lignée de ce que propose la 85, c'est-à-dire faut attaquer avec cette raquette, faut aller vers l'avant, faut avoir un style de jeu offensif. Quand tu dois défendre avec une Wilson Pro Staff 85 ou 90, c'est un peu compliqué quand même, ça demande vraiment une précision chirurgicale au niveau du jeu de jambes, c'est une raquette qui est impardonnable. Federer va utiliser cette raquette pendant 11 ans, mais il a quand même cette sensation qu'à un moment donné, il va falloir changer, il va falloir augmenter le tamis, parce qu'il n'arrive plus vraiment à rivaliser face à certains joueurs, face au Novak, face parfois à Andy Murray, face à Rafael Nadal qui le maltraite sur les surfaces lentes et intermédiaires parfois, avec les spams de gros lifts sur son revers. Et c'est difficile pour Roger à cette époque de changer parce que tant qu'il gagne, tant qu'il domine, tu changes pas ton matériel. T'as pas cette sensation que tu dois te réinventer. C'est plus facile, c'est normal, c'est humain de rester sur le matériel que tu connais. Alors il va attendre la famosa saison 2013 qui est catastrophique, la pire saison de Roger en carrière, et surtout le duo de tournois Hambourg-Stadt. On sait que Roger il va utiliser un prototype de Wilson sur ces deux tournois, mais il a pas la conf. Il la sent pas la raquette, ça va pas, ça sort pas bien de la raquette, et tu peux pas non plus te changer comme ça d'un coup, d'un tournoi à un autre, de changer ton outil de travail principal, qui est la raquette de tennis. Et donc, à Cincinnati, un peu la queue entre les pattes en 2013, il retourne à son ancienne raquette, donc la Pro Staff 90, mais ça va durer qu'un seul temps. Parce que début 2014, il va entériner son changement, et il va passer sur un tamis, cette fois-ci, de 626 cm², donc une raquette plus tolérante, avec un tamis plus élargi également, largement plus élargi que la Pro Staff 85 de son tout début de carrière. Il y a un mensonge en fait qui circule dans l'univers du tennis, c'est de se dire Federer il a changé sa raquette fin 2016, après sa blessure contre Raonic à Wimbledon, et il revient et paf, il écrase tout à l'Australien en 2017, il remporte 2 grands chelems en 2017. Non, le changement il intervient dès l'été 2013 qu'il entérine début 2014. Ça c'est très très important à préciser. Pourquoi ? Parce que ça montre à quel point Roger a tâtonné dans son changement matériel, parce qu'en fait il est parti de trop loin. Mais c'est en étant obligé de s'arrêter sur le deuxième semestre 2016 qu'il va enfin digérer ce changement matériel. Il va pouvoir également avoir plus de confiance sur son revers croisé notamment, qui a fait très très mal à Rafael Nadal en finale de l'Australian en 2017, qui va être une arme fondamentale sur sa résurgence de la dernière partie de carrière. Mais voilà, c'est important de le préciser, quand t'es leader générationnel, c'est dur de te réinventer, surtout que Federer c'est vraiment un joueur prisonnier entre deux époques, vous l'avez bien compris, l'époque classique et l'époque moderne. Il a fallu se réinventer, il y a eu un tâtonnement qui a été très important, et par exemple Nadal, lui il est sur sa babolate Aero Pro Drive, 645 cm², il est sur un grip 2 d'ailleurs. Nadal c'est intéressant parce que c'est tout petit un grip 2, donc il a un surgrip bien sûr, mais pour un joueur de sa taille, de son poids, de sa corpulence, un petit grip 2, un peu étonnant. Justement, on arrive au troisième point de cette vidéo, un style déjà perdu, et c'est une question qu'on peut se poser parce que 2 ans après la carrière de Roger Federer, on se rend compte que très peu de joueurs, voire aucun joueur ne joue comme lui. Roger, il a grandi en ayant des joueurs comme Becker, Edberg comme modèle, il est enfant quand Becker et Edberg sont dans leur prime, il est adolescent quand Sampras commence à dominer le circuit. Avec l'évolution et le ralentissement des surfaces, il a été, c'est clair, le plus grand perdant parmi le Big Four de l'uniformisation des surfaces, qui a bénéficié beaucoup plus à d'autres joueurs qu'à lui. Federer qui était injouable en indoor, sur gazon n'en parlons pas, mais en indoor, l'indoor vraiment rapide, extrême, Shanghai et le Masters, les doudounes qu'il a pu mettre, et notamment à Rafa,
C'était complexe de jouer Roger avec son service, avec sa volée, avec son coup droit. Fallait se réveiller tôt. Et du coup, à partir de Roger Federer et jusqu'à la nouvelle génération incarnée par les Rafa, les Novak et les Murray, c'est un petit peu comme l'histoire de l'art, finalement. L'impressionnisme, par exemple, qui va commencer à s'imposer au milieu du 19e siècle, eh bien, c'est en réponse aux codes académiques qui ont gouverné le monde de l'art depuis le début du 19e. Avec Bouguereau, par exemple, que je vous invite à regarder. Bouguereau, c'est de la frappe. Énorme Bouguereau. Le GOAT. Mince, je voulais pas prononcer ce mot dans la vidéo, quelle horreur ce terme. Bref, c'est pas grave. Et du coup, par contraste, on peut quand même comprendre que Federer a enfanté le nouveau style qui est à la mode actuellement. Un style de cadence, un style métronomique, un style sans aucune faille, qui est merveilleusement incarné par Novak Djokovic, par exemple. Et ça, ce style, il a été conçu, façonné pour détruire Federer. Pour battre Federer. Novak, c'est un joueur post-moderne. Même si lui aussi a sa filiation, on peut penser à Lendl, Agassi, Djokovic, Nadal pareil. Nadal, le gros lift, le gros tamis. Pourquoi ? Pour envoyer des soucoupes volantes, des bananes sur le revers de Roger. Si vous avez regardé Roland Garros dans les années 2000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Nadal qui envoyait des lifts en boucle sur le revers de Federer, qui les frappait au-dessus de sa tête et qui se prenait des doudounax. Et donc pour Roger, pour revenir à cette évolution des raquettes, en fait il a fait que courir après le temps. C'était une course qui était perdue d'avance. À un moment donné, c'était sûr qu'il allait devenir caduc, que ce serait un joueur un peu ancien finalement dans un monde moderne. Et ça a été un perpétuel travail d'ajustement, de réinvention, qu'il a réussi à faire quand même un petit peu à la marge, mais pas d'une manière aussi aboutie et sans perdre de temps, ou presque, qu'ont pu avoir par exemple Novak ou Rafa. Mais pour dézoomer un petit peu, Federer, c'est pas le seul dans l'histoire du tennis qui a connu ça, qui a vécu ça. En fait, c'était plutôt la norme. On peut penser par exemple à 1982, quand les raquettes en fibre de carbone sont arrivées massivement. Les anciens joueurs, les vieux de la vieille, ils ont dû se réinventer au niveau du matériel. Changer les raquettes en bois en fibre de carbone, c'est une évolution qui est dingue, qui est stratosphérique, et qui a bénéficié à certains joueurs, les gros frappeurs, le power tennis comme on l'appelle, avec Lendl surtout. Dans l'histoire du tennis, les évolutions matérielles sont souvent allées plus vite que les carrières des joueurs. Et donc c'est rarissime d'avoir une carrière pas ou peu marquée par les évolutions matérielles. Les évolutions depuis 15 ans, elles sont à la marge. Vraiment, il s'est passé quelques petites choses au niveau du cordage, au niveau du matériel. Mais globalement, on est sur un tennis qui s'est quand même bien uniformisé. Et ça a permis à certains joueurs de faire leur carrière sans avoir besoin de beaucoup s'adapter, même si on sait que Rafa a travaillé au niveau de ses points, de son cordage également. Novak, c'est pareil avec les petits points extérieurs pour lester la raquette. Donc ce sont des recherches à la marge pour améliorer certains petits détails, comme une Formule 1 par exemple, mais pas de révolution, de réinvention totale avec son outil principal, comme l'a connu Roger Federer. Roger, vous l'avez bien compris dans cette vidéo, c'est un champion coincé entre tradition et modernité.
C'est le dernier joueur classique de l'histoire du tennis, c'est le dernier champion classique de l'histoire du tennis, c'est le dernier joueur de cette école australienne qui a autant connu de succès. En fait, c'est l'aboutissement de cette école-là, de cette filiation, avec ses 20 grands chelems, avec tout ce qu'il a réalisé dans sa carrière. C'est également le père du Big Three, avec cette idée de parricide, abattre Roger, tuer symboliquement le père pour pouvoir prendre son trône, ce qu'ont fait Rafael Nadal puis Novak Djokovic. Et moi je pense vraiment qu'il fallait vivre sa domination à l'époque, au mi-temps des années 2000, pour vraiment comprendre ce qu'a représenté Roger Federer dans l'histoire du tennis. Malheureusement là, en l'absence d'archives, de choses très complètes autour de ce joueur, que je déplore, je le regrette, vous l'avez bien entendu dans cette vidéo, on s'adresse surtout quand on parle de Roger à des gens qui ont désormais 35 ans et plus. Et ce qu'on réalise 2 ans après la fin de la carrière de Roger Federer, c'est que personne n'a vraiment repris ce flambeau-là. Alors parfois, j'ai l'impression que Alcaraz, il a capté une partie de l'essence de l'ADN de Federer dans cette spectacularité, dans cette créativité, mais Alcaraz, c'est un joueur beaucoup plus polymorphe, capable en défense, beaucoup plus capable en défense que Roger, qui avait de toute façon pas ça dans son ADN. Et attention, Roger défendait bien. Attention, je dis pas que c'était un mauvais défenseur, c'est juste que c'était pas dans son ADN pur. Alcaraz est un joueur beaucoup plus polymorphe que Roger, plus en muscle également, mais s'il y a... c'est compliqué de dire ça, mais s'il y a un petit héritier de ce fluide rogerien, bah, ce serait Carlitos. C'est celui qui a un petit peu de cet ADN-là. Alors il a quoi? Il a 20%, 25%, 30% de l'ADN de Roger, mais c'est lui. Et du coup, bah, on a quand même pas mal perdu au change. Hein. On a beaucoup perdu avec la retraite de Roger Federer, parce que c'est un archétype qui a disparu. Et on se rend compte que l'uniformisation des surfaces, l'évolution matérielle, elle a généré surtout un style de jeu. Et si on observe le top 50, il y a 35-40 joueurs qui se ressemblent, qui sont des copies carbone, qui frappent très fort, qui essayent de rester sur la baseline, d'imposer leur cadence, avec un jeu métronomique, assez peu créatif, très peu de mains, très peu de volées, très peu de chip and charge, très peu de slice, très peu de variété. J'aimerais dire l'inverse, j'aimerais vraiment vous dire que le tennis brille de mille feux par sa complexité, sa variété de profils. Et ça, c'est le grand paradoxe de Roger Federer, qui est le 2e joueur le plus important de l'Air Open, juste derrière Björn Borg, mais qui en même temps, aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, quand on regarde les matchs de tennis, eh bien c'est une trace qui a quasiment disparu. Et c'est ça le grand paradoxe, c'est très difficile de l'expliquer, de le détailler. J'ai essayé de le faire dans cette vidéo. Je veux bien ton avis d'ailleurs sur cette vidéo dans les commentaires, et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. La bise. Un grand merci à Incogni d'avoir sponsorisé cette vidéo. Empêche les courtiers en données de collecter toutes tes informations personnelles grâce au code VOLÉ qui t'offre jusqu'à 60% de réduction sur leur abonnement annuel. Merci Incogni. La bise, eux aussi la bise.